Donc, le réseau Concept, c'est un réseau qui vise à comprendre et agir en prévention primaire des cancers. C'est un réseau de recherche qui se veut transdisciplinaire et participatif. Donc, par participatif, on entend l'implication des personnes concernées dans les différentes étapes de la recherche. C'est un réseau qui contient 7 partenaires scientifiques et un partenaire de terrain. Donc, on a le HESP qui travaille sur le marketing social à Rennes. On a le CRES-LEREN pour la nutrition et l'épidémiologie. Gustave Roussy, qui est représenté par Suzette de la Loge ici présente, bon, pour tout ce qui est lié aux biomarqueurs, l'économie de la santé, détection précoce des cancers. On a le CIRC, l'IARC, donc l'OMS à Lyon pour l'épidémiologie des cancers. Notre acteur de terrain, c'est l'IREPS, maintenant nouvellement Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi Toulouse, représenté par le CERPOP, pour tout ce qui est lié aux inégalités sociales et à la recherche participative. Et le centre Léon Bérard et les HCL Reshape. Donc, le centre Léon Bérard avec le docteur Béatrice Fervers qui est coordinatrice de ce réseau pour tout ce qui est lié à la recherche participative, à l'épidémiologie en nutrition, l'environnement et la recherche interventionnelle. Donc, vous voyez qu'on a de nombreuses disciplines et expertises clés et qui ont pour but d'être assemblées pour pouvoir travailler sur la recherche de prévention primaire des cancers. C'est un réseau qui est financé par l'INCa depuis 2022 et pour 4 ans. Et très concrètement, nos objectifs, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers pour traduire ce que l'on sait sur les cancers en actions concrètes de prévention actionnables. C'est de développer des approches innovantes qui soient fondées sur la transdisciplinarité que vous avez vu de nos différentes expertises, mais aussi l'expertise de terrain et des expertises des personnes concernées, les parties prenantes. On essaie de créer des synergies, de surmonter les fragmentations de la prévention et de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer l'interaction entre environnement et comportement en prévention. Très rapidement, notre réseau de recherche a différents éléments d'organisation. Donc, nous avons les Meet and Share qui ont lieu tous les 3e jeudis du mois, normalement autour du temps du midi, mais aussi on peut les avoir le soir à 17h, qui nous permettent de discuter, d'échanger sur la prévention primaire des cancers. Nous avons aussi des événements networking. On travaille sur des projets de recherche spécifiques, comme celui d'interception qui va être présenté. Et nous avons des groupes de travail sur des méthodes, des concepts ou des projets. Et voilà pour ce qui est de la brève présentation de Concept. Et maintenant, je vais donner la main à Suzette, qui est oncologue médicale et directrice du programme Interception. Merci beaucoup, Suzette. Pauline. Alors, je mets en grand écran, voilà. Yes, normalement, ça doit être bon. C'est parfait. On est parti. Merci beaucoup. Merci et bonjour beaucoup. tout le monde. Et en fait, je pense que c'est assez intéressant de discuter forcément du programme Interception dans la mesure où il est assez emblématique de Concept parce qu'il il se nourrit intégralement dans la multidisciplinarité, la transdisciplinarité et aussi sa partie participative. Et donc, c'est un programme, c'est pas une recherche, c'est pas un domaine de recherche, c'est un programme très, très multidisciplinaire. Et donc, je vais essayer de vous montrer par des exemples, pas tout, parce que c'est assez immense, mais un certain nombre d'exemples concrets de comment on essaie de construire cette prévention personnalisée des cancers. Rapidement, d'abord, c'est quoi une prévention personnalisée des cancers? Tout d'abord, évidemment, on est dans un Meet and Share concept. Je veux juste vous rappeler la réalité, c'est-à-dire que la prévention sauve plus de vies que les traitements du cancer. Ça reste vrai aujourd'hui, un peu moins, parce que fort heureusement, on a fait des progrès majeurs. Mais si on regarde cette publication d'il y a quelques mois dans JAMA sur des données américaines, les efforts de prévention et de dépistage du cancer ont évité 8 sur 10 donc 4,75 millions de décès depuis 1975 aux USA. Donc c'est vraiment 8 sur 10 décès en cancérologie, très très important. Un autre aspect qui est crucial et qui nourrit ce concept d'interception des cancers, de prévention plus personnalisée, c'est quand on regarde l'évolution de l'épidémiologie des cancers dans le monde et en particulier en France. Vous savez que depuis 1990, on a une augmentation majeure, une multiplication par 2
voire plus, de l'incidence des cancers chez les hommes et les femmes. Et dans la croissance de cette incidence de cancer, il y a une part bleue là qui est liée à la croissance de la population, bien évidemment. La part jaune qui fait 27% de cet accroissement est liée au vieillissement de la population, bien sûr, l'âge étant un facteur de risque majeur. Mais vous voyez qu'on a une part importante, surtout chez les femmes, qui est liée de cet accroissement qui est lié à des facteurs de risque qui sont modifiés, en particulier des facteurs de risque d'exposition à un certain nombre de toxiques, les modes de vie, etc. Pourquoi c'est moins chez les hommes? Le tabac et l'alcool étant des facteurs de risque majeurs, la diminution importante des cancers liés au tabac chez les hommes, alors qu'elle a augmenté chez les femmes, crée cet aspect un peu différent entre les deux. Mais c'est vraiment majeur de se dire qu'aujourd'hui, il y a la moitié de l'accroissement des cancers, en particulier chez les femmes, qui est lié à l'augmentation d'exposition à des facteurs de risque. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, le principe général, c'est quoi? D'abord, prévenir le cancer, c'est une mission fondamentale des gouvernements, au moins dans nos sociétés occidentales. C'est une prévention primordiale qui doit être proposée dès le plus jeune âge afin d'éviter les expositions carcinogènes, donc les vaccins des facteurs de risque multiples, etc. Donc, avec différents niveaux d'action que vous connaissez bien en prévention. Et puis, plus tard dans la vie, des dépistages organisés. C'est ça aujourd'hui le concept de base de la prévention primordiale. Mais malheureusement, peut-être on peut se dire que on arrivera, si on identifie un certain nombre de polluants, de toxiques qui sont liés à une augmentation de risque grâce à nos épidémiologistes, si on arrive à identifier des nouvelles choses, on arrivera peut-être à reprogrammer une génération future, mais vous savez que les expositions qui vont impacter sur le risque de cancer, elles surviennent relativement tôt dans la vie. Et donc, malheureusement, la situation d'aujourd'hui, c'est celle-là. Dans tous les cas, on a toute une immense génération, plusieurs générations de personnes qui arrivent au-delà de 30, 40, 50 ans. Et parmi ces personnes, il y en a quelques-unes qui ont déjà développé un cancer et un certain nombre qui sont à haut risque de développer un cancer dans les années qui viennent. Et en fait, nous, on regarde un peu en arrière, dans le rétroviseur, c'est-à-dire au moment où on diagnostique un cancer, aujourd'hui, il y a à peu près 40% des personnes qui ont ce cancer qu'on aurait pu identifier 5 ans avant comme étant à risque élevé. Et on aurait pu faire des choses. À risque élevé de cancer du poumon aujourd'hui, évidemment, on aurait pu insister pour l'arrêt du tabac, mais aussi faire du dépistage du cancer du poumon. À risque élevé de cancer du sein, il y a plein de choses à faire. À risque élevé de cancer du pancréas, il y a plein de choses à faire. Et c'est déjà écrit dans les recommandations nationales. Sauf qu'en fait, on ne sait pas faire cette prévention qui est un peu plus personnalisée. On est vraiment dans une prévention à l'échelle de la santé publique très traditionnelle jusqu'à présent, sauf cas exceptionnel. Et surtout, en fait, on a cette fragmentation dont on parle souvent dans le concept, qui est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a des politiques de santé en prévention qui sont relativement focalisées et très fragmentées. Par exemple, on a des parcours de soins très spécifiques pour le dépistage en population générale du cancer du sein, avec des radiologues, acteurs, etc. Et les radiologues, non seulement ne vont jamais se préoccuper de prévention du cancer du sein ou d'autres choses, c'est pas leur métier, ne vont pas influencer sur la personne selon ses facteurs de risque. La personne peut être obèse, fumer 3 paquets par jour ou boire 2 litres de vin, c'est pas le problème du radiologue. Et par ailleurs, il y a des parcours de soins pour le dépistage du cancer du côlon, le dépistage du cancer du col, qui sont complètement dissociés les uns des autres. Et là aussi, avec pas d'action prévue sur les facteurs de risque, etc. Évidemment, les acteurs majeurs de la santé publique qui doivent réconcilier ça sont les médecins généralistes, mais vous savez aujourd'hui qu'on a quand même une défection vraiment majeure de la médecine générale à cause du manque de bras et de force, et la compétition avec la médecine thérapeutique qui est tellement prégnante. Donc la situation aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et donc construire une prévention de précision, personnalisée, on dit souvent de précision, même si ce n'est pas forcément exactement la même chose,
Ça veut dire essayer ou faire tout pour la construire à l'échelle de la santé publique. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne va pas construire un système qui va être fait pour une population favorisée, etc. Enfin, même si certains le font. Globalement, pour notre prévention primordiale, ce qui est très important, c'est vraiment l'analyse de l'exposome. L'exposome, vous savez bien, il est multiple, social, culturel, les modes de vie, les infections, les expositions environnementales, les expositions médicales, hormonales, professionnelles, etc. Donc ces analyses de l'exposome, c'est absolument ce qui nourrit la prévention primordiale, c'est absolument indispensable. Il faut continuer à travailler, à identifier, à exploiter les données. Donc ça va vraiment nourrir la prévention primordiale. Mais aussi la compréhension de la biologie du cancer, très importante pour nourrir la prévention primordiale à l'échelle de la santé publique. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais notre compréhension enfin, j'ai juste une diapo quand même. Notre compréhension de la biologie du cancer, elle a tellement changé dans les dernières années qu'elle est vraiment capable d'éclairer les actions à faire pour une prévention à large échelle, l'éviction d'un certain nombre de facteurs de risque, en particulier sur tous les facteurs qui vont créer des inflammations tissulaires, l'obésité, le surpoids, les dysmétabolismes, etc. Au-delà de ça, aujourd'hui, si on utilise en plus, on ajoute à ces données fondamentales de la prévention deux choses qui sont, les facteurs intrinsèques individuels, l'âge, le sexe, les données génétiques ou épigénétiques, etc., donc des données personnelles, et un certain nombre de biomarqueurs qui sont en train de se développer à toute vitesse, qui soient circulants, tissulaires, des images, etc., des scores de risque qu'on va appeler biomarqueurs. Avec ça, on est capable de construire une prévention beaucoup plus individuelle, c'est-à-dire d'identifier des situations à risque de cancer de mieux en mieux avec un niveau de preuve qui devient vraiment élevé. Et vous verrez qu'on est dans un niveau de preuve 2 pour beaucoup de ces situations, avec le besoin d'une validation prospective pour avancer jusqu'à un niveau de preuve 1 et construire grâce à ces facteurs individuels et ces biomarqueurs des nouveaux outils de détection précoce, de réduction des risques fondés à la fois sur le risque et sur la biologie. Avec une démarche qui doit être une démarche de, nourrir la prévention primordiale toujours à l'échelle de la santé publique et deux, développer cette prévention personnalisée à l'échelle de la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'identifier les personnes à risque, ça doit être fait à l'échelle de la santé publique et pas de façon isolée. Et donc, en fait, les enjeux sont assez complexes pour construire cette prévention si on se met ces prérequis très importants. Et donc, très rapidement, une diapo sur la façon dont on comprend le cancer aujourd'hui. En gros, un cancer aujourd'hui, c'est un tissu sain porteur d'une mutation et d'une altération qui est une altération driver de cancer, donc une altération qu'on va retrouver dans des cancers qu'on connaît bien, mutation EGFR, amplification HER2, etc., etc., et qui va qui peut apparaître très très tôt dans la vie, on ne sait pas encore exactement pourquoi, qui va être en expansion clonale dans le tissu avec des cellules qui ont toujours l'air saines. Et en fait, à partir d'une cellule normale qui a une mutation driver qui est contrôlée, sous l'influence du micro et du macro-environnement, de l'inflammation, d'un certain nombre de toxiques, etc., cette cellule, sous l'influence de déficit immunitaire, va en fait être capable de se transformer. Et ça a été très clairement décrit dans les dernières années. La plupart du temps, ça va fonctionner comme ça et ça ne va pas être juste une accumulation de mutations comme on imaginait à une époque. Et donc, on a des leviers d'action absolument majeurs. On le savait déjà de par l'épidémiologie, mais on le sait encore plus. Il y a plein d'actions à faire aujourd'hui pour contrer cette carcinogénèse. Et donc, l'interception, c'est ça. C'est allier la détection précoce d'une situation de haut risque de tissus en cours de carcinogénèse et la biologie et de la situation qui va permettre de cibler la réduction des risques. Voilà. Et donc, comment on va faire? Si on est capable d'identifier une personne à risque augmenté à un temps donné, on peut construire des interventions ciblées. Certaines existent déjà et on peut les mettre en place. Détection précoce, prévention pour essayer d'éviter le cancer. Voilà notre modèle global. Alors, le modèle théorique, c'est bien. Le modèle pratique, est-ce que ça existe déjà? Oui, bien sûr. Il y a pas mal de démonstrations, mais on peut très simplement prendre la démonstration de
D'abord, on peut prendre un exemple très simple en population générale qui est quand on fait une coloscopie et qu'on identifie des polypes à risque au niveau du côlon, l'exérèse de ces polypes va réduire le risque de cancer colorectal. Et vous savez que l'incidence de cancer colorectal en France est en train de diminuer chez les personnes à cause du dépistage. Le dépistage est capable de faire diminuer l'incidence de cancer colorectal. Évidemment, pas chez les plus jeunes qui ne sont pas exposés au dépistage et aux coloscopies. Et donc, si on regarde par contre les exemples de la génétique pour lesquels on travaille depuis une trentaine d'années maintenant, on a beaucoup d'exemples avec des niveaux de preuve maintenant assez élevés, 2B, voire 2A, 1 bientôt, j'espère, en contexte de situation d'anomalie génétique à très forte pénétrance, en particulier BRCA1, BRCA2, les syndromes de Lynch, le P53, il y a moins de choses. Là où on a le plus de données bien faites, c'est dans BRCA1, BRCA2, avec un impact sur la survie sans cancer du sein et la survie globale par l'IRM. Comme ce sont des études non randomisées, on reste à un niveau de preuve 2A, mais un impact assez important à long terme. L'impact sur la survie de la mastectomie prophylactique, de l'annexectomie, d'intervention d'hormonothérapie, et par contre, pas grand-chose sur les interventions sur le mode de vie, malheureusement. Et le Lynch, il y a pas mal de données aussi. Voilà. Donc, en gros, il y a des choses qui existent. Mais ça, c'est vraiment dans des situations de très, très haut risque. Mon deuxième point, c'est comment on va démontrer le principe d'une prévention personnalisée à l'échelle de la santé publique. Déjà, on a plein de données. Je vous ai mis une seule diapo d'une étude qui a été faite dans le cadre de MyPeps, publiée récemment en 2025. En fait, avec des modèles de micro-simulation, ça, c'est aux Pays-Bas. Si on regarde, on identifie les risques de cancer dans les 5 ans qui viennent des personnes et leur densité mammographique. Vous voyez qu'on a des bénéfices extrêmement variables de différentes stratégies de dépistage. Et donc, on va vraiment identifier qu'il y a au moins un modèle théorique très, très fort pour dire que en diminuant le dépistage en intensité, en fréquence, etc., chez les personnes à bas risque de cancer avec une densité mammographique faible, on diminue les risques de surdiagnostic et on va avoir malgré tout un effet sur le risque de décès par cancer du sein. Et par contre, en mettant un dépistage plus fréquent chez des personnes qui sont à haut risque avec en particulier des seins denses, mais pas seulement, on va avoir un nombre de vies sauvées extrêmement important, des qualis élevés, etc., etc. Donc il y a des modèles théoriques multiples, il y a énormément de données. Comment on identifie le risque, donc dans notre exemple de cancer du sein, qui m'est cher, bien évidemment. Ce qui a été développé dans les 20 dernières années, ce sont des scores de risque, un niveau de preuve vraiment très élevé d'un certain nombre de scores de risque. Et ce qu'on sait, c'est qu'en mettant des données épidémiologiques de la personne, on va dire, des données cliniques, plus la densité mammographique, qui est une sorte de biomarqueur tissulaire, plus de la génétique, qui sont les scores de polymorphisme. En fait, on arrive à avoir une aire sous la courbe autour de 0,70 pour prédire le risque de cancer du sein dans les 5 ans, en identifiant des personnes à risque quand même extrêmement élevé et des personnes à risque beaucoup plus faible. Actuellement, il y a beaucoup de développement et il vient d'avoir, il y a quelques jours, pour la première fois, un agrément de la FDA pour ce score. Il y a des scores de risque, d'évaluation du risque sur la densité, sur la mammographie, pas que la densité, c'est de l'intelligence artificielle. Ça évalue le risque de façon beaucoup plus large. Et globalement, les aires sous la courbe sont à peu près identiques à celles qu'on a avec des scores beaucoup plus complexes. Le niveau de preuve est moins bon, mais malgré tout, c'est en train d'arriver. Et donc, c'est quelque chose qui probablement va dépasser rapidement parce que c'est plus simple les scores de risque traditionnels. Et donc, en termes de génétique, très rapidement, pour dire que s'il y a la génétique de prédisposition classique avec des gènes rares mais à forte pénétrance, il y a des variants intermédiaires dont on ne sait pas toujours très bien quoi faire en France. Et il y a de façon très fréquente un certain nombre de polymorphismes qu'on sait unifier dans des scores de polymorphisme et qui, dans le cancer du sein, sont la situation médicale actuelle pour laquelle on a le meilleur niveau de preuve, avec le cancer de la prostate qui est en train d'arriver, qui a une publication dans le New England Journal of Medicine très récemment,
Donc globalement, ces scores de polymorphisme, ils sont en train d'arriver à la clinique. Et donc pour le cancer du sein, comment on fait pour démontrer que cette approche stratifiée sur le risque, utilisant de la génétique, les scores de polymorphisme, etc., elle peut être faisable et elle a une utilité clinique à l'échelle de la santé publique. Mais en fait, il faut faire des grandes études cliniques. Et donc, une grosse partie de notre recherche, ça va être basé sur des études cliniques, ce qui est un peu notre spécialité. Et donc, pour ça, on a fait une étude qui n'est pas une étude de prévention, mais de détection précoce, de dépistage, qui est l'étude MyPEPS. MyPEPS, l'étude est encore en cours, on n'a pas encore les résultats. Et donc, c'est une étude qui a, dans 6 pays, randomisé 53 142 femmes. Les inclusions sont terminées en 2023 et il faut 4 ans de suivi, donc les résultats seront en 2027. Et donc, c'est des femmes de 40 à 70 ans qui étaient indemnes de tout cancer et qui n'avaient pas un haut risque déjà identifié. Donc, dans 6 pays européens, ils ont été randomisés entre continuer le dépistage standard ou faire un dépistage individualisé en fonction du risque individuel de cancer à partir du test salivaire de score de polymorphisme et un score complexe d'évaluation du risque. Si le risque était faible, la prochaine mammo était à 4 ans, le risque moyen, mammo tous les 2 ans. En cas de risque élevé, il y a une mammographie annuelle, voire une IRM annuelle, en plus une échographie pour les seins dents. Et donc, le critère d'évaluation principal, c'est l'incidence des cancers de stade 2 et plus. Et donc, évidemment, je n'ai pas encore de réponse à vous donner. L'intérêt, c'est qu'en fait, il y a une énorme réflexion associée, très multidisciplinaire, sur quand, comment il faut faire, comment on peut délivrer ça, comment faut-il communiquer sur le risque. Et donc, ça a été très participatif, très multidisciplinaire dans beaucoup de pays. Et on s'est inséré dans chaque pays dans les systèmes d'organisation des dépistages organisés, ce qui était un challenge incroyable, mais ça permet d'avoir une expérience d'implémentation assez intéressante. Et donc en France, par exemple, c'est là où c'était le plus compliqué. On est très compliqué en France. Les autres pays ont des centres de dépistage qui sont coordonnés régionaux. En France, il y a un centre de coordination, mais les effecteurs sont différents. C'est plein de radiologues un peu partout. Et donc, on avait des médecins généralistes, des radiologues et des gynécos qui ont inclus les femmes dans l'étude. Donc ça, c'est la participation des différentes études. Vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes était en tête des différentes régions, pardon. Et donc, on a pu faire en temps réel un test génétique à partir d'un échantillon salivaire en 7 semaines en moyenne pour 28 000 échantillons pour 6 pays. Ça a été fait par le CNRGH français à Évry. Avec des délais qui étaient assez épouvantables pendant le Covid. Évidemment, toucher de la salive, c'était un peu compliqué, mais ça n'a pas duré longtemps. Et donc, un succès du génotypage de presque 99%, ce qui est assez incroyable. Donc, le modèle pragmatique, l'implémentation a été faite. Très rapidement, pour vous montrer les caractéristiques de la population qu'on a beaucoup scruté, qui était très équilibrée entre les deux bras. Il y a 14% qui avaient une biopsie préalable du sein, qui est un petit facteur de risque. Histoire familiale, 40%. Donc, c'est bien supérieur à ce qu'on attendait. Donc, on a une population qui est un peu enrichie. Et donc, ça, c'est un des problèmes d'une telle étude clinique. C'est qu'en fait, on se reposait sur le souhait des personnes de participer, des femmes de 40 à 70 ans, dont 44% avaient un antécédent au premier degré. Donc, on a à peu près pratiquement 2 fois, 1,5 fois plus de femmes qu'attendues qui ont un antécédent familial au premier degré de cancer du sein. Donc, une population un peu plus à risque. Ça, c'est la densité mammographique. Ça, c'est donc notre distribution de score de risque complet. Et donc, on a à peu près un tiers, un tiers, un tiers. C'était en gros nos hypothèses à partir de toutes les données antérieures. Un tiers de bas risque, un peu plus. Un tiers de risque moyen, un tiers de risque élevé. Donc, au lieu de faire des mammographies de façon identique à tout le monde, on va vraiment répartir différemment les efforts pour que les femmes à haut risque aient beaucoup plus de chances d'avoir et en plus c'est des hauts risques de cancer plus agressifs, d'avoir un diagnostic précoce, d'éviter les cancers d'intervalle, et les femmes à risque plus faible et la prochaine mammographie 4 ans plus tard, moins de risques de surdiagnostic et d'effets secondaires du dépistage. Ça, c'est les différentes catégories de risques avec les scores. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Nora est très impliquée dans ce projet. Donc, il y a tout un work package socio-psychologique qui est extrêmement important. Et donc, Nora est en charge
de pas mal d'investigations. Et donc Nora nous a décrit ici les caractéristiques sociodémographiques de la population. Et vous voyez que ça varie un petit peu en fonction des pays. L'âge aussi était un petit peu variable. En France, on avait plus de femmes de moins de 40 ans que dans d'autres pays. Mais globalement, on a à peu près 60 à 70% de femmes qui sont mariées ou vivant avec un partenaire. C'est un petit peu divergent selon les pays, mais bon. Globalement, la vaste majorité était employée. Il y avait 17% de retraités. Là aussi, il y a quelques petites divergences selon les pays. Les femmes anglaises étaient un peu plus âgées. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est un effet de, d'attractivité de l'étude. Voilà. Et notre grosse problématique, c'était est-ce qu'on a forcément, on sait que dans les essais cliniques, on attire des personnes plus éduquées et de niveau socio-économique plus élevé. Et donc, on a regardé, et effectivement, globalement, on avait 52% de la population qui avait un haut niveau d'éducation, 33% moyen et 13% faible. Et donc, on a une sous-représentation de personnes plus éduquées. Éternelle problématique. Donc, on s'en a aperçu assez tôt dans l'étude. On a pu faire diminuer un peu ces pourcentages. Il y a eu beaucoup d'efforts pour modifier donc, c'est très important cet aller-retour d'observation pour essayer de modifier les documents de communication, etc. On a pu faire changer un peu les choses, mais il y a la barrière de participation à une étude clinique. Mais je ne crois pas que je vais mis une diapo pour vous le montrer. Il y a aussi une barrière très importante liée aux professionnels. Et donc, c'est une étude qui a été publiée en janvier par les équipes de SHS, et en particulier celle de Sandrine de Montgolfier. Il y a un gros biais lié aux professionnels qui vont plus proposer l'étude et plus proposer l'approche à des personnes plus éduquées. Donc ça, c'est une problématique majeure, c'est un des gros enjeux, le rôle des professionnels de santé dans la prévention. Il est très très complexe et il y a un gros problème de biais des professionnels de santé pour diverses raisons. Voilà. Et donc il n'y a que 2% de déprivation matérielle, ce qui est quand même pas énorme. Globalement, les femmes comprenaient très bien, un très haut niveau de compréhension des items. Il y avait un certain nombre de questionnaires là-dessus, je ne vais pas détailler. Juste un petit mot, et vous allez voir qu'on va être très très multidisciplinaire. La partie recherche digitale, elle est cruciale, et la prévention, pour moi, elle est très digitale dans le futur. Évidemment, elle est très humaine, mais le digital est important. Et donc ici, c'était assez complexe, mais tout était digitalisé, à part l'échantillon de salive et les mammographies. Et la plateforme, elle est extrêmement importante. C'est donc une plateforme avec une application pour les patientes, pour les participantes plutôt. Et donc ces aspects digitaux, ils sont super cruciaux. Voilà. Donc il y a une publication récente sur l'acceptabilité par les professionnels de santé dans les 6 pays. Et donc, il y a pas mal de données dans cette publi. Pour le faire court, on avait éduqué les professionnels et on a recruté des personnes qui étaient soit sensibilisées, soit connaissant bien la problématique dans la plupart des pays, sauf peut-être en France où globalement on avait 500 médecins investigateurs. Mais il y avait quand même une formation obligatoire pour tout le monde, des présentations, etc. Et donc, quelles sont vos difficultés pour répondre aux questions des femmes à chaque étape de l'étude. Et donc, globalement, c'était relativement stable. Vous voyez, sauf que quand on va vers la communication du risque, on a encore plus de personnes, de professionnels qui sont relativement confortables. Finalement, il y a très peu qui sont très peu confortables, on va dire moins de 10%, mais des très confortables, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et ça, c'est pas génial, parce qu'en fait, on est censé être très confortable pour délivrer un soin ou c'est pas extraordinaire. Est-ce que vous aviez des difficultés dans l'annonce du risque, qui était la partie la plus touchy, évidemment. Et donc là, vous voyez que des very comfortable, il n'y en a pas énormément sur l'information des femmes. Expliquer les catégories de risque, il n'y a que 18%. Expliquer le faible risque, 26%. Et on voit, bon, il y a très peu de pas du tout confortables, il y en a quand même. 5% qui n'étaient pas confortables du tout. Et on voit que ça se répartit, mais il y a un gros problème. Et donc, on illustre vraiment ces très, très grands enjeux de formation des professionnels de santé sur ces questions. Et si on regarde entre les pays, en fait, on a pas mal
de divergence, on va dire, mais si on regarde juste sur un petit détail, la satisfaction avec l'organisation du système de dépistage dans le pays actuellement, vous verrez que la France est le pays où on est le moins satisfait. Non, j'exagère, en Espagne, c'était pas très différent. Mais bon, on sera pas surpris de ça. C'est assez variable selon les pays, pas forcément lié à la structure. Alors, le problème, vous allez me dire, on parle de prévention dans le concept. Ici, c'est une étude de détection précoce. Effectivement, c'est que du dépistage. Mais malgré tout, on a pu insérer dans MyPeps une sous-étude qui s'appelle MyPrev, qui évalue chez les femmes à haut risque. Et ça a pris du temps de pouvoir implémenter ça. On a eu un autre financement européen pour ça, qui évalue chez les femmes à haut risque une intervention virtuelle par un webinar et une visite en ligne de prévention personnalisée sur les modifications de comportement et des conseils personnalisés. Donc, il y a un webinaire, puis une intervention de consultation personnalisée. OK. Et donc, comment on construit cette prévention personnalisée du futur? En fait, il y a plein de choses à construire, il manque énormément de données. Il y a plein de choses sur la partie biologique, les mécanismes de carcinogénèse pour nourrir nos biomarqueurs, etc. Et là, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on fait là-dessus actuellement, parce que ça prendrait infiniment trop de temps. Ensuite, la partie évaluer le risque individuel. On a toute une partie technique, améliorer les scores, etc., intégrer plus d'exposomes, l'IA sur image. Et à chaque fois, vous voyez que, et c'était vraiment l'objectif de ma présentation, de vous montrer qu'en fait, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. À chaque fois qu'on développe quelque chose, il faut absolument qu'on ait non seulement la preuve d'efficacité, mais aussi tous les aspects sociologiques, psychologiques, l'acceptabilité, l'impact, le coût-efficacité, la perception sociétale, etc. Et donc, on va toujours avoir ces deux approches qui sont très complémentaires. Réduire les risques, ça va être les modes de vie, les expositions, des vaccins, des interventions pharmacologiques qui sont en train de se développer. Mais là aussi, il faut toujours évaluer dans cette partie prévention primaire la partie acceptabilité, coût-efficacité, l'impact, etc. Même chose pour la détection précoce. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une problématique absolument majeure avec le développement de ces tests multi-cancers circulants, les MCD, on les appelle. Et là, pendant l'ASCO, la conférence récente, il y a eu 3 conférences dédiées à ces tests. Les messages étaient tous les mêmes. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas pertinents pour être utilisés en routine. Ils ne sont pas capables de détecter la plupart des cancers à des stades précoces. Il y a énormément de faux positifs. Il y a potentiellement du surdiagnostic. Ça engendre une anxiété majeure. Et malgré tout, aux États-Unis, évidemment, il y a pas mal d'utilisation de ces tests avec des dégâts assez impressionnants. Et donc, on voit bien la détection précoce, c'est un endroit, et dès qu'il y a des enjeux économiques, où c'est très, très important d'avoir une analyse profonde, prospective dans des études cliniques avec tous les aspects pour pouvoir passer et implémenter à l'échelle de la santé publique. Donc, des gros, gros enjeux actuellement. Et donc, notre programme Interception, il est unique au monde. Et donc, il comporte à la fois de la recherche, mais surtout de la structuration, enfin en partie de la structuration de parcours de soins. L'idée, c'est est-ce qu'on peut inventer ensemble, construire un parcours de soins dédié aux personnes à risque élevé pour que ça devienne un soin en santé classique, banal en France et dans d'autres pays. Et donc, on a créé depuis 2021, janvier 2021, on a ouvert les premiers parcours. Ce parcours mixte qui commence en ville et qui finit et qui continue en ville. Et donc, la situation du centre anticancéreux qui est nous, ou du centre interception qui n'est pas forcément dans un CLCC, c'est une situation d'expertise complexe ponctuelle qui pourrait tout à fait être faite ailleurs, mais qu'on a construite dans nos centres parce que c'est l'endroit où on sait faire pour l'instant. Et donc, il y a une partie, un pilier qui est l'identification des personnes à risque, qui est vraiment dévolue aux professionnels de santé de ville. Les personnes étant à risque particulièrement élevé, connues, avec des niveaux de preuve, viennent dans des parcours interception avec une journée dans le centre où on va faire de l'information, de l'éducation, de l'awareness, vous allez voir plein de choses. Et on va les laisser repartir avec un programme personnalisé de dépistage et de prévention
en mode de choix partagé. Et le suivi ensuite sera dévolu à leur médecin de ville pour continuer ce dépistage et cette prévention personnalisée avec un lien permanent grâce à une application digitale. Donc là aussi, le digital, il est absolument crucial. Et une sorte d'assurance vie, puisque en cas de besoin, en cas de suspicion de cancer, on peut essayer de garantir une prise en charge la plus rapide possible. Et donc les objectifs de nos journées, c'est faire une évaluation précise de diagnostic du risque, augmenter les connaissances. On sait que ça ne suffit en aucun cas pour changer quoi que ce soit, mais par contre, c'est indispensable. Donc c'est indispensable, mais pas suffisant. Donc il y a quand même pas mal de choses pour augmenter les connaissances. Identifier et actionner les leviers de chacun en faveur d'une prévention personnalisée. Identifier et déconstruire les barrières de chacun. Donc, c'est vraiment très, très important cette démarche, comme vous savez. Et donc, avec ça, augmenter l'auto-efficacité. Aider la personne à identifier des objectifs faisables et atteignables en termes de changement de mode de vie en stratifiant. Dans votre cas, puisque vous êtes à risque de cancer du sein, tel type de cancer, etc., le plus utile pour vous et le plus urgent, ça serait d'essayer de modifier tel et tel comportement. Voilà. Alors, évidemment, si les gens fument, on ne va pas leur dire de continuer à fumer, même si ce n'est pas le premier facteur de risque pour le cancer du sein, on est d'accord. Et donc, assurer une décision partagée, aider la personne à mettre en place son programme personnel concrètement, ça c'est très important, faire le lien avec les professionnels de ville et former la personne aux aspects digitaux, c'est évidemment crucial puisqu'on a vu que ce digital, il est très très important. Et donc on a un financement de tiers-lieu France 2030 pour cette partie de mise en place du digital. Et donc on a des parcours pour des personnes de la population générale à haut risque de cancer du sein, du pancréas, de poumons. Et on va ouvrir bientôt avec reine hépatocarcinome et au risque de cancer du côlon. On a des parcours très spécifiques pour les personnes à risque génétique et puis des parcours plus rares que je ne vais pas détailler ici. Globalement, à chaque fois, on a toujours essayé de développer tous ces parcours de façon participative, soit dans des petits focus group, soit avec des enquêtes plus quantitatives auprès des personnes qui sont intéressées par la problématique. Ici, c'était comment construire nos ateliers nutrition, mais on a fait la démarche dans tout ce qui a été construit. Je ne rentre pas dans les détails. Globalement, notre idée, c'est d'avoir toujours de délivrer une médecine scientifique. Les algorithmes sont très importants parce qu'ils nous aident à accélérer, à rendre plus fiables les choses. Mais un aspect très important, c'est le self-assessment et le self-knowledge. En gros, un des leviers importants, c'est quand même de la motivation à modifier son comportement en prévention, c'est quand même une meilleure connaissance de soi avec des indicateurs et des indicateurs chiffrés éventuellement. Et donc ça, c'est toujours très drastique. Les personnes qui fument beaucoup et qui peuvent plus faire 3 mètres dans la rue n'ont pas l'air de s'en rendre compte, sauf quand elles vont faire les exercices physiques avec les autres. C'est des exercices simples sur un elliptique et se rendre compte qu'en fait, c'est assez catastrophique. Sauf quand elles vont mesurer leur CO expiré avec nous et se rendre compte qu'elles sont dans le rouge, etc. Donc, on essaie de délivrer pas mal d'indicateurs personnalisés avec des bons niveaux de preuve, bien sûr. Bon, je vais passer le scoris, qui est un score en ligne qu'on a pour les professionnels de santé pour qu'ils puissent identifier les personnes à risque. Ça agrège différents scores validés. Les journées interception, concrètement, ça ressemble à quoi? Accueille un grand atelier. Donc là-bas, ce sont des ateliers et des consultations individuelles. Donc on va faire ce mélange à la fois d'éducation, d'information, etc., de l'individuel et en même temps on va jouer sur le groupe, c'est très très important, l'effet groupe. Donc ce sont que des personnes qui sont dans la même situation de risque. La plateforme digitale, c'est une application, donc tout passe par cette plateforme pour tous les patients en France. C'est une appli sur leur téléphone et nous, ça correspond à des données qu'on a de façon sécurisée avec un entrepôt de données de santé sécurisé. Et l'appli, elle va suivre les personnes pour les suivre, donner des notifications pour faire leurs examens, etc., etc. Et donc, c'est à la fois une appli pour les patients, une plateforme digitale pour nous et une base de données pour toute la recherche, puisque tous les patients du programme Interception vont avoir la même appli. Et donc, on a ouvert un certain nombre de centres qui sont
qui sont en rose. Il y a 7 centres interception ouverts pour l'instant, dont le CLB, et puis d'autres en cours d'ouverture ou en cours de discussion avancée. Il va y avoir, pour information, une implémentation nationale dans le système de soins. Donc, vous voyez ces allers-retours où on va de la recherche à la clinique, les deux se nourrissent. Donc là, on retourne à la clinique, une implémentation dans le système de soins avec un article 51 dont on a l'accord par le ministère de la Santé qui va permettre, à partir de ces parcours qu'on a construits ensemble, de financer les professionnels de ville et les centres pour assurer le financement à long terme de ces parcours de prévention personnalisée. Globalement, les résultats qu'on a de façon simple pour l'instant sur la partie mode de vie, adhérence au dépistage, globalement, on a entre 40 et 50% d'amélioration du score WCRF, nutrition, activité physique, de plus d'1 point. À long terme, c'est censé correspondre à une diminution de 10% du risque relatif de cancer. Il y a pas mal de publis. On a une augmentation absolument majeure de l'awareness sur les risques de cancer, les examens nécessaires, les mesures de prévention nécessaires, les symptômes, etc. On a une adhérence qui est très élevée au dépistage. Ça peut être un peu variable selon les parcours, mais globalement extrêmement élevé. Et les gens sont très contents. On a un promoteur score à 94, ce qui est extrêmement élevé. En fait, les journées, c'est plutôt des endroits très agréables. On va s'occuper de soi dans un cadre assez sympa. Et donc, les perspectives en cours, donc ça, c'est un résumé des résultats actuels. C'est le déploiement donc, qui est en cours, beaucoup de grands projets de recherche et un aspect très important dans le futur, c'est de travailler à comment est-ce qu'on pourrait généraliser l'identification des personnes à risque, puisque là, on reste sur un programme. Je vous passe la partie impact parce qu'on n'est pas en avance, désolé. Très rapidement, on a pas mal travaillé aussi. On va retourner sur des aspects un peu SHS, sur comment mobiliser les soins primaires et comment faire en sorte que en soins primaires, on puisse faire de la prévention et de la prévention personnalisée, quels sont les besoins. Et donc, on a 2 internes qui sont, les publis sont en cours, qui ont beaucoup travaillé avec la médecine générale. Globalement, les médecins généralistes considèrent que la prévention des cancers est très importante. La place dans leur activité quotidienne est assez importante. Ils considèrent, mais c'est très variable, que d'autres professionnels de santé pourraient aussi être en charge et ils ne sont pas tellement prêts à participer à mon bilan prévention. Bon. Il n'y a pas vraiment d'outils qui leur paraissent indispensables, c'est assez variable leur demande. Et en fait, quand on regarde leurs sentiments, on a beaucoup regardé les leviers, les barrières. On ne va pas rentrer dans les détails, malheureusement, on n'a pas le temps. Quand on regarde les sentiments prédominants dans l'exercice de la prévention, globalement, donc il y avait 5 sentiments positifs, 5 sentiments négatifs. Ils choisissaient ceux qu'ils voulaient, soit 0, soit 10. Et donc, globalement, il y a beaucoup de sentiments positifs, utiles, légitimes, intéressés, impliqués. Il y a assez peu de sentiments négatifs, mais par contre, il n'y a que 20 satisfaits. Et donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. Et il y a aussi des légères problématiques d'engagement et évidemment des problématiques de moyens. Voilà, j'ai vraiment résumé très rapidement. Et l'autre aspect, c'est aussi, juste pour vous illustrer la recherche un petit peu large et le fait qu'on se nourrisse en permanence de SHS, on va et vient vers les SHS, on va arriver, donc nous on a un programme pilote de dépistage et prévention associé du cancer du poumon, et donc vous savez que ça va se généraliser en France avec un dépistage du cancer du poumon qui s'appelle le programme Impulsion qui va commencer en janvier 2026 et qui sera associé à une approche de prévention qui est encore en cours de définition, on va dire. Et donc, on a fait 2 internes aussi, on fait de médecine générale, on fait une étude mixte quanti et quali avec des focus group auprès de fumeurs de plus de 40 ans de la population générale qui ont été recrutés par Facebook. Et donc, globalement, l'intention de participer au dépistage est très forte, c'est souvent comme ça. Extrêmement élevée, c'est le vert, le bleu et le jaune ici. Elle est assez dépendante, même beaucoup dépendante de la durée de tabagisme. Plus les gens ont fumé depuis longtemps, plus ils ont envie de se faire dépister en fait. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, la répartition des intentions et globalement, le comportement général est peu en théorie, hein, en intention, et peu différent selon les CSP.
On n'a pas constaté de différence majeure selon les CSP. C'est beaucoup plus drivé par la durée de tabagisme et d'autres choses plus cliniques que la CSP. Par contre, c'est un peu difficile, c'est assez difficile, que ce soit en quanti ou en quali, d'identifier des leviers qui donneraient envie aux gens de faire ce dépistage. Euh, Très difficile d'identifier des leviers. Donc en quanti, on n'en avait pas beaucoup, en quali, assez difficile. Et les barrières, par contre, sont multiples. Beaucoup de peur, de la défiance, de la culpabilité. Et donc en conclusion, la prévention perso a fort potentiel, mais elle doit être développée à l'échelle et dans une démarche de santé publique. Une collaboration étroite de tous les champs de la recherche est nécessaire pour accélérer les développements qui sont multiples en collaboration avec les effecteurs et les personnes. Et les enjeux sont multiples et majeurs. Pour moi, le plus grand risque est évidemment d'augmenter les inégalités en santé, ce qui serait assez dramatique. Voilà, merci beaucoup. Désolée, j'étais un peu trop longue. Merci beaucoup, Suzette. C'était passionnant. Et je suis sûre qu'on aura plein de questions. Et On a donc, une c'était question. vraiment pour vous illustrer ces Ouais, allers-retours avec différents champs de recherche et comment on peut construire ensemble. tout à fait entre la clinique, la recherche et les soins primaires, l'élément physique, le digital. C'était très complet. C'est un très bon exemple de la complexité et de la diversité, de la transdisciplinarité des projets de recherche et l'application aux soins. On a une question, mais j'ai l'impression que c'est un cas personnel. Dans la conversation, Suzette, je te la lis. Une personne n'étant pas porteuse de gènes identifiés du cancer du sein est-elle considérée à haut risque lorsqu'elle a développé 2 cancers du sein différents et une tumeur dermato très rare et que 4 de ses cousins au premier degré ont eu des cancers? 4 seins, 2 pancréas, 2 thyroïdes. Et de l'autre côté, grand-père cancer de l'estomac, mère et sœur tumeur cancéreuse du côlon. C'est tout. En fait, dès qu'on a eu un cancer du sein, on est à haut risque de cancer du sein. Et donc, on a un dépistage particulier et la prévention est importante à la fois dans la partie post-cancer et la prévention d'un nouveau cancer. Et après, voilà, il faut vraiment discuter avec les généticiens selon les panels qui ont été faits, si rien n'a été identifié, quels sont les risques potentiels, en particulier côté pancréas, puisque je vois qu'il y a des cousins au premier degré, ça c'est pas premier degré, les cousins c'est troisième degré. Et donc il faudrait affiner ça avec les généticiens ou l'oncologue de la personne pour savoir quels sont les risques d'autres cancers. Donc, globalement, nous, on s'adresse plus à la population générale, parce que les gens qui ont eu un cancer sont normalement pris en charge, mais on sait bien, vous avez raison, que ce risque d'autres cancers, c'est quelque chose qui est une vraie problématique, donc c'est de la prévention tertiaire. Donc, notre champ d'interception, il est plus vraiment pour aller en population générale où globalement les gens sont assez peu informés, assez peu identifiés à risque, etc. Mais la partie tertiaire, elle est extrêmement importante et le CLB s'y intéresse pas mal en particulier. Ouais. Merci beaucoup, Suzette. Maintenant, on comprend bien ce que c'est le haut risque. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit à lever la main, soit à les mettre dans le question-réponse. Et en attendant, peut-être, Suzette, est-ce que tu peux nous préciser, par exemple, les difficultés que vous avez avec le programme Interception? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous servir dans notre programme que tu conseillerais de ne pas faire ou au contraire de refaire? Qu'est-ce qui a permis de bien marcher et que tu conseillerais de refaire? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est très difficile, c'est de faire avancer différents champs de recherche ensemble, mais dans ce domaine, c'est vraiment extrêmement important puisque on a vraiment des domaines qui se nourrissent entre eux. Mais c'est pas simple, c'est-à-dire qu'on a évidemment pas les compétences en interne. C'est tout l'intérêt d'être dans un réseau. Et donc, le concept a été vraiment assez intéressant et transformant pour nous pour avoir accès, en particulier à une vision des méthodologies, des aspects de SHS très complémentaires. Donc, je pense que ça c'est alors, tout le monde n'est pas obligé de construire un programme et des parcours de soins nouveaux, etc. Mais quand même, cette approche transdisciplinaire avec
l'anticipation des besoins en SHS, la co-construction des interventions de façon extrêmement précise, elle requiert quand même des compétences assez larges et des interactions et des collaborations assez larges. Donc aujourd'hui, construire une recherche isolée, c'est très bien dans certains champs très très spécifiques, mais je pense que dès qu'on est sur un champ de recherche qui vise à une implémentation dans un horizon temporel pas très lointain, il faut absolument qu'on soit multidisciplinaire. Euh, et donc, voilà, mais c'est pas, ça reste pas si simple à réaliser. Et ce qui nous manque beaucoup sont les aspects économiques. On en a déjà parlé pas mal dans le concept. Du coup, moi, j'ai d'autres collaborations. Par exemple, dans MyPeps, on a tout un pan médico-éco. Vous avez vu, je vous ai juste montré une diapo, mais c'est avec Erasmus. En France, on a un certain nombre d'économistes de la santé qui s'intéressent à la prévention. Je pense qu'on a absolument besoin, et on en a vraiment déjà discuté, de monter en puissance sur la partie économie de la santé, avec tout ce que représentent ces aspects de modélisation précoce des interventions à un niveau très fin, après d'analyse médico-économique quand les interventions ont été délivrées, etc. Et donc ça, c'est un léger écueil dans le concept. On aimerait bien se renforcer sur la partie médico-éco. Et pour l'instant, on n'a pas bien réussi encore. Super. Et Je vois on que a une question. Béatrice est arrivée. Il y a Béatrice à qui on va donner la parole dans quelques secondes. Je vais juste poser la question de Françoise Chaptal, comme ça on aura Béatrice en dernier, qui est d'ailleurs, je pense, une de nos patientes partenaires. Intégrez-vous des citoyens et ou des patients experts dans vos recherches et dans les groupes qui encadrent les journées interception. Pourquoi? Merci beaucoup et merci pour ce programme. Et dans les recherches, oui, c'est à chaque fois, on a dans dans tous les programmes de recherche aujourd'hui, on a euh, des patients partenaires ou des représentants de la société civile, puisqu'on est sur de la prévention, c'est pas donc pas forcément des patients partenaires, c'est souvent plutôt des citoyens. Et donc on a un certain nombre de représentants de citoyens dans tous les projets, mais vraiment de façon très granulaire, on essaie de mettre ça en place. Euh, pour la partie encadrement des journées interception, on n'a pas de patient partenaire parce qu'on n'est pas sur du cancer. Pour l'instant, il n'y a pas de patient partenaire à ma connaissance qui est une formation qui permette d'aller vers la prévention, mais ça serait très intéressant. C'est une excellente remarque. Ça pourrait avoir un intérêt notable. Et en fait, c'est vrai que nous, on utilise plus l'aspect groupe de personnes, parce que malgré tout, même si personne n'est patient partenaire, on est bien d'accord, le groupe, il y a quand même des expériences différentes, des vécus différents, et il va y avoir beaucoup d'interactions qui vont vraiment, même dans une journée, c'est incroyable ce qu'on est capable de lier comme lien dans une journée, nous les humains, et ça va influencer pas mal les personnes. Donc il y a toujours une espèce d'alchimie du groupe, plus ou moins selon les cas. Et donc ça, c'est vraiment... Et en fait, c'est assez drôle, mais on n'est pas capable de le mettre bien en évidence, c'est dommage. Parce qu'en fait, la décision partagée qu'on fait, c'est évidemment la personne et les professionnels, mais il y a quand même une légère influence du groupe sur la décision de la personne, dans un sens ou dans l'autre. Euh, on, on voit bien dans les situations, par exemple, si on a des groupes BRCA1 où il y a des questions de chirurgie prophylactique, là c'est vraiment du très lourd. Il y a des personnes qui sont quand même assez capables d'influencer un groupe dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup, Suzette. C'est vrai que c'est très intéressant l'implication des personnes concernées dans tous les niveaux de la recherche. Et là, du coup, cette personne concernée sera des personnes qui ne sont pas encore malades. Donc, du coup, ce n'est pas forcément des patients, mais ça peut être à différents niveaux pour les journées d'interception, en tout cas. Parce que je Mais en sais que même vous les temps, avez intégrés dans les l'apport guides. de patients, c'est super, hein, mais c'est assez difficile, un peu touchy comme positionnement. Alors, on peut parler prévention quand on est un patient, on devrait pouvoir Oui, parler tout à fait. prévention, Mm. mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ouais.
Merci beaucoup. En tout cas, je sais que c'est impliqué pour répondre aux patients partenaires. C'est intégré dans la recherche sur interception. Béatrice, si tu veux prendre le mot de la fin, on ne t'entend pas, il faut juste que tu te démutes. Parfait. Eh ben, excellent. Un grand bravo, un grand merci, Suzette, pour cette présentation très complète de ces différentes composantes de tout ce que tu fais de façon extrêmement bien construite, du projet de recherche au niveau de l'Europe jusqu'à l'expérimentation d'un modèle économique dans le cadre de l'article 51. Et bravo pour ça, parce que je pense que c'est le premier projet dans cette expérimentation article 51, qui est quand même très orienté soins, qui a été accepté pour expérimenter un parcours, non pas soins, mais prévention, et qui ouvre une perspective extrêmement intéressante par rapport à peut-être arriver à faire évoluer le système actuel, de mieux financer la prévention, que ce soit le programme Mon bilan prévention qui rémunère les médecins de 30 € pour quelque chose où on sait que si on le veut faire correctement, ça ne prend pas 5 minutes, mais qu'il faut le structurer si on veut vraiment avoir un impact là-dessus. Donc, ce positionnement entre MyPrev, MyPeps et Interception, cette articulation d'être effectivement transformatif dans le système devant la prévention, c'est vraiment un exemple très construit, très comprehensive, comme on dit en anglais. Et je trouve aussi que ça, dans l'évolution, et déjà dans la conception, mais dans l'évolution, on voit comment ça s'articule aussi avec les objectifs de concept et comment ça donne un exemple de mise en œuvre les différentes dimensions de concept avec les approches participatives. Et je pense que là, on est vraiment sur des différents projets qui font que le participatif, que ce soit patient, là où c'est pertinent, ou citoyen, et que dans la prévention primaire, on est peut-être aussi souvent plutôt à citoyen. Dans l'implémentation du concept des synergies, puisque ça ne peut pas fonctionner en silo, la prévention, et qu'on doit travailler pour que, si on veut que ça soit efficace, comme tu le fais, entre jointer la prévention primaire avec le dépistage ou intégrer dans le dépistage la prévention primaire en faisant une évaluation des facteurs de risque, mais aussi en travaillant sur les composantes de la prévention qui sont les approches systémiques et les politiques publiques. Et donc, l'article 51 fait partie des politiques publiques. Des approches populationnelles avec les messages. Il faut qu'on travaille sur les messages pour créer de awareness et la compréhension de ces facteurs de risque. Et puis, l'approche qui est celle qui est la nôtre de l'offreur de soins, de focaliser sur les personnes qui sont à risque élevé et de leur proposer quelque chose adapté à leur niveau de risque. Et ça ne peut fonctionner que si on travaille en synergie avec ces différents composantes. Donc, voilà. Et on a un autre aspect, on l'avait évoqué au départ de concept, de dire qu'il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque, un peu comme on fait promouvoir dans comprendre les risques de cancer, le concept de l'exposome. Et je trouve que ta présentation, et c'est la première fois que je la vois dans cette façon construite des différentes étapes, s'inscrit parfaitement dans cette approche exposomique qu'il faut prendre en compte l'ensemble des dimensions, que ce soit le contexte socio-économique, que ce soit les facteurs précis d'exposition ou les facteurs biologiques. Donc, bravo, et je vois le temps à expirer. Et je trouvais intéressant que tu disais qu'il n'y avait pas autant les différences dans l'expérimentation du dépistage du cancer du poumon, les inégalités sociales. Et je me demande si ce n'est pas lié à ce que la littératie sur le caractère néfaste du tabagisme
n'est plus tellement associé à des inégalités sociales de compréhension. Et de ce fait-là, les gens, ils se saisissent de ça. Et donc, un rôle aussi dans la dimension populationnelle, faire en sorte que pour les dépistages des autres cancers et la prévention, qu'il y a cette littératie en population, au même titre que ce que tu décris là sur le tabac. Donc, un très grand... Mais en fait, les rapports des fumeurs au tabac sont toujours très étranges, on va dire, de notre point de vue. Non, ils ont des rapports très ambigus au tabac et en fait, c'est complètement indépendant du niveau socio-économique. C'est pas du tout cognitif, soyons clairs. C'est un rapport émotionnel qui n'a rien à voir avec le niveau de littératie. Une fois qu'on fume, après, le fait de se mettre au tabac, ça a l'air quand même quelque chose qui est vraiment influencé malheureusement par le niveau socio-économique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice. Merci Suzette et Béatrice. Merci à toi. Pour la conclusion. Et je me permets juste de présenter que la fois prochaine, en juillet, le 17 juillet, à midi, le prochain Meet and Share, il sera en anglais. On aura une conférencière qui nous vient de l'Université de Leeds, Rebecca Beacon, et qui nous parlera de la prévention et des changements de comportement. Donc, comment elle a impliqué les changements de comportement dans ses interventions de prévention primaire et secondaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent parce que les liens sont déjà sur notre concept LinkedIn. Vous pouvez nous suivre sur Concept, à Concept sur LinkedIn et retrouver tous nos Meet and Share en ligne sur YouTube. Et puis, merci d'avoir été nombreux aujourd'hui. Encore merci à Suzette pour son temps qui est très précieux et pour toute cette discussion. Et merci à vous tous pour votre présence. Merci Pauline. Merci. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Au revoir. Ciao. À bientôt.